passé, c'est fini. Si, mais bien sûr que si. Oui, enfin, c'est fini. Dans les caves, on lavait les fromages. Oui, parce que maintenant c'est fait avec des moyens modernes. Oui. Si. Un niveau doit toujours garder son humidité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Mais pour le froid, monsieur, c'était pareil, nous, c'était tout ça. On n'avait pas de réfrigérateur, on n'avait pas de congélateur, on n'avait pas de moyens modernes pour donner le froid. Bon. Eh bien, il fallait quand même se débrouiller. Avec un temps humide, c'était parfait. Mais quand on avait de la sécheresse, des fortes chaleurs, comme on a malheureusement au mois de juin, bon, on n'avait pas de moyens modernes. Alors ça, pour nous, c'était une catastrophe pour nous. Hein? Eh bien, savez-vous ce qu'on faisait? Vous connaissez d'ailleurs les moyens, parce que vous avez encore des vestiges qui sont d'ailleurs dans votre ordinateur. Là. C'est marqué chez M. Anné. Vous avez les moyens d'autrefois, c'est-à-dire les halloirs. On ouvrait les petites fenêtres et on les fermait. Alors, bon, alors, quand il faisait chaud, comme on a connu au mois de juin la canicule, eh bien, on ouvrait de très bonne heure le matin, je sais pas, mais peut-être 4 heures du matin, je ne m'en rappelle plus, moi, à ce moment-là. Oui, on ouvrait le soir, on ouvrait le soir. Oui, on ouvrait le soir, mais... Quand la température était baissée, oui. Et puis donc on refermait le matin. Et alors, tu refermais, tu partais de bonne heure le matin, refermais les petites, comment ça s'appelle? Toutes les petites fenêtres, quoi. Les petites fenêtres, oui. Mais ça avait un nom. Ça avait un nom, les petites fenêtres. C'est pas des meurtrières, mais... non, je ne sais plus le nom maintenant, c'est trop bête. On va le retrouver, non, parce que on le dit nous-mêmes de temps en temps. Mais c'est vrai, pourtant on avait ces moyens-là, et c'est pour ça que nous, on appréhendait les fortes chaleurs, parce qu'on disait toujours on va perdre notre marchandise, on va perdre des fromages. Ça coulait quelquefois dans les halloirs. Te souviens-tu de ça? Moi je m'en souviens. Ah oui, très bien. Parce qu'on savait au rez-de-chaussée. Ensuite, on les mettait au premier étage. Dans les halloirs. Dans les halloirs. On les appelait au rez-de-chaussée. Alors là, la température était différente. On les manipulait beaucoup plus qu'aujourd'hui. On manipulait les fromages énormément. Si je vous disais, monsieur, dans une cave, parce que moi j'y ai travaillé, alors ça je peux vous dire, dans des caves, vous avez ce qu'on appelle des balleux. En bois, c'était en bois, et les balleux, vous posiez les fromages dessus. Et quand vous aviez des fromages qui n'avaient pas une grosse peau, qui avaient une peau fine, eh bien, on mettait un petit morceau de, comme vous diriez, un couvercle en bois, et pour pomper l'humidité qu'il y avait dans le fromage. Le bois arrivait à pomper l'humidité. Alors, vous aviez le pouvoir de poser vos fromages suivant comment était la peau du fromage, vous mettiez en haut ou en bas. Hein? Alors, bon, ben ça c'était une question de jugeote, si on peut dire, de métier. Et comment je dirais bien, bon, j'avais appris ça, bon, ben, c'était tout simple. Hein. Si vous avez un fromage qui était faute, admettons, pas du tout. Et sur Paris, parce qu'on vendait beaucoup sur Paris. Enfin, sur fleur, leur fromage affiné. D'accord. Et alors, une chose encore, on pourrait vous en parler comme ça pendant des heures. Hein. Mais une chose qui me revient, parce que ça me revient petit à petit, te souviens-tu, Bernard? On vendait surtout des fromages de Livaro au moment des foins et de la fenaison. Hein? Oui, c'est la fenaison. Surtout au moment des... Au moment du battage, comme on appelle ça. C'est ça. Hein? Parce qu'à l'époque,
C'était pour que il fallait 15-20 personnes, Oui. hein, par ferme. Il y avait des grands banquets. Hein, alors donc, Des repas, la casse-croûte. Casse-croûte. Les casse-croûtes étaient faites au Livaro. Et puis, monsieur, Ouais. c'était le battage, c'est-à-dire Oui. qu'il battait le. Comment? à cette époque-là, on vendait beaucoup, là. On vendait davantage. Hein. On vendait surtout dans la plaine. Dans la plaine. Oui, bien sûr. Là où ils étaient des battages, notamment. Là-bas, c'est ça? Les céréaliers, quoi. Et ça se ralliait. Et c'était surtout vers la plaine, vers, comment? Vers le Mans, Oui, c'est ça. hein, par là-bas. C'est incroyable. Entre l'Argentan et le Mans, si vous voulez, par là, il y avait davantage de plaine. Oui, Alors, c'est une région de céréales, c'est clair. Et il fallait combien de monde? Il fallait des gens, combien? Pour arriver à faire le battage, l'herbe, pas l'herbe, qu'est-ce que je dis? Le blé.
Voilà, de retour dans votre émission avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Francis Rouchaud. Francis Rouchaud, président du comité de défense du camembert véritable de Normandie. Francis Rouchaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre ce matin. On vous a invité pour parler du lait cru du camembert. Je vais faire une petite précision. Je ne suis pas président, mais animateur. Le président est Gérard Roger, qui est l'homme qui a fait la bande dessinée sur l'histoire du camembert. Très bien. On voulait faire un point avec vous sur le lait cru, notamment le camembert. Au lait cru, est-il en danger aujourd'hui, en Normandie notamment? Indéniablement, il est en danger parce qu'il y a une très mauvaise définition du produit. La notion de lait cru est mal perçue. Elle a été créée à l'origine quand il y a eu le lait pasteurisé, mais depuis, il y a eu des déviations dans tous les sens, à tel point que les Américains parlent de lait cru. Un lait cru, entre guillemets, industriel, fait avec des vaches à haut taux de production, c'est-à-dire 30 litres de lait, mais les vaches ne vivent que 3 ans. Par contre, il y a ce que les fermiers appellent les crus pour eux-mêmes, pour leur famille. C'est ceux qu'ils donnent à la famille. Et ça, c'est d'autres vaches nourries sans tourteau de soja, normalement, à l'herbe. Et là, les vaches, elles vivent 12 ans. Elles ne donnent que 20 litres de lait par jour. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un flou artistique, entre guillemets, sur la définition du lait cru. Et justement, la notion de lait cru est un flou, oui. Votre objectif, c'est vraiment justement de définir plus précisément cette notion. Ce n'est pas à nous de le définir, c'est aux gens de l'AOC, d'une part, à avoir une définition uniforme de la notion de lait cru valable pour l'ensemble des fromages, voire pour l'ensemble des produits laitiers. Pourquoi pas? Et aussi l'AFSA. Parce que l'AFSA a son mot à dire dans ce genre de définition. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver de fromage, de camembert au lait cru, notamment dans les grandes surfaces. Si vous voulez, on a des produits industriels. Il y a deux types. Il y a les laits et il y a des produits avec du lait thermisé ou pasteurisé. Donc lait thermisé, c'est du lait chauffé. Thermisé égale chauffé, pasteurisé égale super chauffé, je dirais. Bon, c'est la plupart des fromages. Et puis, il y en a d'autres qui ont encore le vocable AOC, car dit au lait cru, mais le lait cru est fait avec un ensemble je vais dire, produits à partir de vaches et qui ne sont pas forcément nourris à l'herbe. Donc, là, on voit justement des illustrations. C'est là où est le vrai problème, c'est que on a un produit lait cru industriel qui est appliqué à un produit qui a une réputation de ne pas l'être. C'est une confusion pour le consommateur. Alors, vous ne critiquez pas forcément ces laits crus industriels, enfin si, le nom peut-être, mais ce que vous voulez, c'est que vraiment le lait cru soit reconnu comme un produit d'exception, qu'il ait sa place, en fait. Non, si vous voulez, le comité de défense a une vocation bien précise, qui est claire, il n'est pas contre le produit industriel en tant que tel. Il y a une nécessité d'avoir des produits industriels pour des achats de besoins, car c'est important de pouvoir manger du camembert, et il y a de très bons produits industriels. Mais les goûts sont standardisés. Par contre, ce que l'on veut, c'est qu'à côté de ça, pour respecter la diversité des goûts, que l'on trouve des produits d'origine vraisemblablement fermière, parce que à chaque fois qu'il y a un produit fermier, il y a évolution dans l'année, en fonction des pâturages, en fonction des élevages, etc. Donc là, il y a une richesse des goûts que l'on ne trouve pas en industriel. Mais c'est normal. Oui, vous critiquez cette homogénéisation, justement, du goût, et notamment du goût du camembert. Je critique, si vous voulez, la prétention des industriels à vouloir guider les goûts des consommateurs. C'est tout. Donc ça, la publicité est très mal faite, ou tout au moins est très bien faite pour eux, mais très mal faite par rapport à la notion de respect du consommateur. Non, ce qui est intéressant, c'est que
quand vous interrogiez les anciens consommateurs, ils vous disaient « Ah ben moi, à telle époque, j'allais acheter le camembert chez un tel parce que ces vaches étaient sur tel pâturage et que tel pâturage ça donnait tel goût. Et que ça, je l'aimais. Et quand ils changeaient ces vaches de pâturage, eh ben, j'allais ailleurs. D'accord. Donc c'est l'importance de... Si on arrive à retrouver cette définition du goût, cette personnalisation du goût, on est gagnant. Oui, parce que vous demandez également l'amélioration de l'alimentation des vaches, notamment. Ah ben, si vous voulez, à l'époque... Plus d'herbe au détriment de maïs, notamment. Non, surtout pas de maïs. Ouais. Mais à l'époque, tout était herbe. Herbe, foin, etc. Bon, alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah, aujourd'hui, c'est pas... C'est l'exception. Alors, c'est l'exception, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que, je vais dire, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui ont compris qu'il fallait revenir à l'herbe. Ça, vous le sentez vraiment? Vous avez oui, un retour oui. Il y a des statistiques sur le sujet. Il y en a 4 ou 5 il y a 7-8 ans. Et aujourd'hui, il y en a une bonne vingtaine dans la région. Donc, vous voyez l'évolution. Je disais 4 ou 5 en France. Bon, c'est une spécificité à l'origine des produits de montagne. Parce qu'ils avaient l'habitude de traiter comme ça. Bon, maintenant, on le fait, entre guillemets, en plaine. Et ça, c'est pas plus mal. Donc, on a une ressource en herbe qui est en train d'être recréée. Bon, de là à avoir des troupeaux... Tout ça pour un retour au goût, bien sûr. Ben, pour revenir à des vrais produits véritables. Vous demandez également l'augmentation de la proportion des vaches normandes dans les troupeaux. Ah ben c'est normal, c'est plus que naturel. On va pas faire du camembert avec de la salers. Point, c'est tout. C'est du bon sens. Bon, je veux bien qu'il y ait des vaches qui soient productrices de lait à haute dose, mais je le laisse aux industriels. Point. Et on constate quand même que, au niveau des consommateurs, les consommateurs consomment moins de produits de fromage normand, d'authentiques fromages normands. Bien sûr, étant donné qu'il y a moins d'offres. Ouais. La vérité, si vous voulez, à travers le site qui est notre principal... Votre site internet, oui, qui va s'afficher. Qui est le principal, j'allais dire, moteur d'information. 80 000 quand même visiteurs en 2 ans et demi. 105 pays. Il n'y a que 60% de Français. Ce qui prouve que le camembert est un nom international qui a une résonance. Et vous sentez vraiment une demande justement du consommateur? Il y a une véritable demande. Il y a eu un affolement au début. Des gens qui nous disaient « Je m'aperçois que, mais où peut-on trouver ?» Et on n'a pas la réponse d'une manière construite. Quelle est la solution pour vous, justement? Ah ben, la solution, elle est simple. C'est avoir un nombre... Bon, aujourd'hui, des gens comme François Durand. À Camembert. À Camembert. Fabrique schématiquement 500 camemberts jour. C'est nettement insuffisant. Bien sûr. Pour arriver, il faudrait avoir à peu près 10 producteurs de 1000 camemberts jour, en véritable camembert, AOC, fermier, etc., pour arriver à 2-3% du marché, c'est-à-dire à avoir, pour un consommateur qui va chercher un produit d'exception, pour qu'il puisse le trouver. Et trouver surtout une commercialisation ad hoc. Voilà, vous demandez en fait le droit à la place justement à ce produit d'exception. Ben, vous n'avez pas le droit, c'est pas une question de droit pur. La possibilité. C'est une question de construire, de reconstruire tout un schéma commercial autour. Francis Rouchaud, merci d'être venu nous voir. Bien sûr, vous nous tiendrez au courant de l'évolution du dossier de ce camembert au lait cru. Merci d'être venu ce matin. Je n'y manquerai pas. Merci. Voilà, j'ai remis ma chemise, une interview enregistrée donc hier matin. Merci donc à monsieur Francis Rouchaud qui fait partie du comité de défense donc du véritable camembert au lait cru. Il est 8h32, on enchaîne avec vos informations.
Je vous en prie. Un Livaro doit être. Toujours un petit peu humide. Il ne va jamais être sec, un Livaro. Rien à voir avec le camembert, c'est vrai? Oui. Le camembert, on peut le laisser comme ça. Mais un Livaro doit toujours être un petit peu mouillé. Ils disent exactement. Vous me rappelez la conservation du Livaro. C'est pas la conservation, c'est comment je dirais bien. Ça fait partie de la consommation, Si, ça fait partie quand même. Pour conserver un Livaro avec son goût et en même temps sa saveur, son parfum, la souplesse du fromage, il faut le mouiller légèrement. Le mettre dans une assiette et en retourner une autre dessus de manière à conserver un petit peu d'humidité et le consommer le lendemain. Ça, c'est La règle d'or. Oh. La règle du connaisseur. le connaisseur. Ouais.
Mes parents étaient d'abord agriculteurs, puis ensuite après la guerre de 14-18, mon père est arrivé, et c'est là qu'ils se sont mis à affiner le Livaro. Ma mère les vendait blancs, comme de nombreux cultivateurs. Et après, au retour de mon père, ils ont construit quelques caves à la ferme où on était, et puis, si vous voulez, ils se sont mis à les affiner. Et mon père avait beaucoup de connaissances à l'époque sur le Havre. Alors c'est bien qu'une grosse partie de sa production partait dans cette région-là. Et puis donc pour eux ça c'est leurs ventes se sont développées. C'est ce qui fait qu'ils sont partis sur le Livaro. Mais Madame Grandeur-Jaudeveau, vous me parliez de la construction de la maison, c'est-à-dire qu'à partir d'un corps de bâtiment, pendant cette période-là, vous avez été obligé d'agrandir pour en faire le lieu de production et d'affinage. Oui, mais il y avait une grande petite production. Oui, non mais, j'allais dire, c'est important, puisque c'est le début. Le long de la maison. Oui. Ils ont continué la maison, à construire au bout de la maison. Hein, papa? Et là, vous aviez fait 2 pièces, si j'ai bien retenu. Bon, au bout de la laiterie. Ils ont construit au bout de la laiterie. Voilà. Et donc une pièce qui a servi d'affinage, entre autres, et qui a permis d'avoir cette qualité de fromage. Un avoir et une cave. C'est important parce que comment passe-t-on du stade agriculteur au stade producteur d'un fromage? Et il y a eu des étiquettes à ce moment-là. Même si on n'en trouve pas la trace, malheureusement, vous venez de l'expliquer d'une manière très claire. Bien, bon, oui, c'est des toutes petites productions au début, mais c'est l'esprit, c'est plus je vends un fromage blanc à quelqu'un qui va affiner et le commercialiser, c'est je fais l'intégralité. Fabrication, affinage et commercialisation. Et ils ont fait pareil ici. Et après, ça s'est agrandi. Mais l'origine, elle est là. L'origine. Savez-vous que c'est pareil, la fromagerie, comme elle était il y a 50 ans, eh bien, c'était une ancienne fromagerie de Camembert. Oui, c'était Potier. Voilà. C'était la fromagerie Potier. Ça, on avait dit. Voilà. J'avais cette information. Vous aviez repris la fromagerie Potier pour en faire, pour utiliser des bâtiments qui étaient là, etc. Et ça, c'était le début, ça. Oui. C'était du Camembert au début, puis donc même Potier est parti au Soda. Là, ses parents avaient acheté. La laiterie, rue de Saint-Pierre-sur-Vif. Alors, si jamais on a pris la place, on a mis. Et vous êtes resté indépendant. Un véritable combat, là, parce que je ne peux pas comprendre. Oui, on est resté indépendant. Et bien installé tout est transformé aussi, parce qu'à cette époque-là, de nombreux cultivateurs fabriquaient du fromage blanc, et venaient dans le au marché des Livaro, Saint-Pierre-sur-Vif. Dans toute l'Espagne, il y avait un marché de Livaro blanc, qui était acheté par nous affineurs. Avec des affineurs. Ça n'existait pas des fabricants de Livaro. Pratiquement pas. Non, c'était que des affineurs. Alors après, bon, c'est mis fabricants. Oui. Oui. Mais vous avez quand même été, entre guillemets, vous avez fait le chemin complet
de la fabrication à la vente à partir du Renoir, au moment où vous étiez Renoir. Et vous avez prolongé cette activité. Et naturellement, les concurrents à l'époque, sur place, étaient des gens qui, eux, achetaient des fromages fermiers et les affinaient. C'est M. Benoît qui a fait une recherche. Il y avait 32 cavistes ou affineurs à Vimoutier, simplement à Vimoutier à l'époque. Oui, aussi. Ce qui prouve que c'était une activité tout à fait. On était 25 ou 30 fabricants qui affinaient. Oui. Hein? Oui. Mais pas forcément sur Vimoutier. Hein? Pardon? Pas forcément sur Non, c'est sur l'ensemble de la production. Oui. Le Livaro. Ah oui, le Livaro. On parle de Livaro. Oui. Vous ne fabriquez pas de Pont-l'Évêque au moment. Hein. Non. Parce que maintenant, on fabrique des Pont-l'Évêque. Je dis ça en... Non, il est amusant de constater, entre nous soit dit, c'est que les fromages normands, le plateau normand de base, peut être fabriqué assez facilement dans un milieu de production. Et c'est Thierry qui a commencé à fabriquer le Pont-l'Évêque. Le Pont-l'Évêque? Ah ben là. C'est Thierry. Et puis maintenant, ça m'en Maintenant, oui, parce qu'on a racheté une... Philippe Mellon. Voilà. Mais à ce propos-là, il faudrait que je vous demande si vous avez le numéro de téléphone de Philippe Mellon. Parce que il n'est pas sûr. Ça y est, pourtant, M. Mellon. Comment c'est le nom où il habite? Attendez. Il est dans Ben, c'est Saint-Cyprien. C'est à côté. C'est à côté de Saint-Cyprien, c'est là-haut. Saint-Cyprien, c'est ça. C'est dans ce cas-là. Oui, je le savais puisque je l'avais rencontré avec le maire de Saint-Cyprien. Oui. Que vous devez connaître sans doute. Olivier Gérardon de Vera. Non. Ça me dit rien. Pas dans le monde du cheval. Non, mais c'est pas du cheval. Olivier Gérardon de Vera était l'homme qui était Monsieur Sécodip, celui qui faisait les analyses de vente dans les grandes surfaces. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. C'est lui qui donnait des conseils aux industriels et aux grandes surfaces pour mieux vendre. Ah oui. Et qui faisait le recensement des désirs des consommateurs, etc. Peut-être, mais c'est plutôt mon fils. C'est Codip, oui, sûrement. Sûrement que Thierry le connaît. Thierry connaît tout ça, mais oh là là, oui, parce que c'est... Ben, quand même, ça a marché, si vous voulez. Olivier Jardin de Vera, moi je l'ai connu en 70. Peut-être. Et c'était l'époque où il était le plus reconnu, je dis. C'est possible. C'était le début, quand c'est une connaissance. C'est le début de la grande distribution. Oui, ça fait déjà une vingtaine d'années, ça. Ah oui, 30 madame. Ça fait 30. C'est vrai. C'est ça, c'est là où... Ah oui, non, c'est clair. C'est là où on voit... Ah, autre chose. Autre chose.